Les États-Unis de Donald Trump accueillent la Coupe du monde de football, un pays qui expulse des sans-papiers, réprime les minorités et réduit les libertés individuelles, organise le plus grand spectacle sportif de la planète. En France, des supporters du PSG se font matraquer dans les rues de Paris après leur titre en Champions League. Un policier hors service a été condamné à 14 mois de prison ferme. Le foot est un terrain de jeu du pouvoir, mais pas seulement, il peut être aussi celui de la résistance. C'est la thèse de Nicolas Martov, journaliste historien qui publie Latéral gauche, figure du foot politique aux éditions Libertalia. C'est pas touché. On voit Zizou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. On va parler un peu de la Coupe du monde aux États-Unis, vu que c'est l'actualité. La FIFA a déroulé le tapis rouge à Trump en lui attribuant un prix de la paix lors de ce tirage au sort de la Coupe du monde. Pour toi, qu'est-ce que ça dit du rapport entre le football et le pouvoir aujourd'hui ? À cette question, moi, je remarque juste que c'est en fait quelque part une Coupe du Monde de la révélation. C'est-à-dire que c'est une Coupe du Monde. Il y a eu la Coupe du Monde du Qatar, j'avais appelé la Coupe du Monde de la honte parce que quand même, il y avait énormément de choses qui étaient mises au jour de manière très violente et abrupte. Et Oui. tout le monde fermait les yeux. Mais là, c'est impossible de détourner le regard. On voit bien que cette Coupe du Monde, elle est d'abord une Coupe du Monde de la soumission. La FIFA n'est pas non plus un organisme particulièrement démocratique et défendable, mais devant ce qu'est aujourd'hui la mairie de Donald Trump, sans idéaliser ce qu'elle était avant, les USA ont quand même connu un infléchissement assez sérieux, aussi bien de leur politique intérieure que de leur comportement à l'extérieur. Et on remarque qu'à travers vraiment ce prix de la paix, quand on voit aujourd'hui la situation au Moyen-Orient, on comprend le côté ridicule, mais il n'y avait pas que ça. Déjà à l'époque, il était largement possible de se dire que c'était un scandale, et ça a été quand même souligné. Mais on remarque aujourd'hui, on voit à travers ce qui se passe aux États-Unis, notamment, alors on va peut-être revenir dessus, mais le arbitre somalien qui s'est vu refuser l'entrée sur le territoire des États-Unis, des supporters écossais qui sont vus leur visa annulé sans le savoir, le traitement de la délégation et de l'équipe iranienne qui était obligée de se déplacer au Mexique. On ne sait toujours pas si elle pourra jouer aux États-Unis. La façon dont les équipes sénégalaises, d'Ouzbékistan, j'en oublie sûrement, ont été traitées par la douane, que c'est aussi la Coupe du Monde où les États-Unis de Donald Trump parce que, manifestent leur mépris et en tout cas à ciel ouvert du reste du monde, y compris même de l'Europe, à une moindre mesure, on est quand même entre occidentaux, mais c'est une réalité. Donc ce qu'est Coupe du Monde, pour moi, si aujourd'hui les gens arrivent à m'expliquer qu'il n'y a pas un problème, je voyais l'autre jour sur l'équipe TV un chroniqueur qui parlait de racisme ouvert lors de cette Coupe du Monde. Pour qu'on en arrive à cette prise de conscience, c'est que ça doit être quand même assez grave. Oui, tu fais référence à Hugo Guillemets, je pense. Hugo Guillemets, oui, excusez-moi, le nom échappait, mais... Pas de souci. Mais oui, l'aspect racial, en tout cas, se voit dans le traitement des équipes asiatiques. De manière discriminatoire. D'un point de terme discriminatoire. C'est clairement. Pour revenir sur ton ouvrage, Latéral gauche, figure du foot politique, il part d'un constat que le foot professionnel, c'est structurellement de droite, notamment à travers l'optimisation fiscale, la financiarisation en tout cas du foot pour banaliser. Est-ce que ça a toujours été le cas ou ça vient d'un moment précis où le foot s'est organisé en fonction de l'organisation mondiale de l'économie, on va dire ? Alors, le football, c'est comme un sport, donc il faut rappeler qu'il, comme tous les sports, est né plutôt dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, dans la bonne bourgeoisie, parce que simplement la notion de loisir et de temps libre leur était réservée. Il faut rappeler, quand tu bosses 10 heures par jour, rentrer le soir, faire du sport, il y a une citation très faible de Léon Jouot, ancien secrétaire général de la CGT, qui expliquait que demander aux ouvriers de faire du sport après le labeur et l'épuisement des corps, mais c'était nécessaire malgré tout. Mais ça s'est démocratisé. Alors, je ne vais pas faire un cours d'histoire un peu magistral, mais au cours du XXe siècle, c'est devenu un des loisirs et une des pratiques sportives les plus importantes, du moins par exemple pour le cas de la France et de l'Europe, en tout cas parmi les classes populaires masculines. Je tiens quand même à le délimiter. En Europe, c'est comme ça. Même si aujourd'hui on voit heureusement, peut-être qu'on reviendra dessus, une évolution assez intéressante aussi bien auprès du foot féminin que du foot LGBTQI+, par exemple. Mais voilà, donc il s'est devenu un loisir de masse. C'est évidemment devenu aussi une industrie, c'est devenu une économie. Il y a eu le sport professionnel qui s'est imposé. Et au fur et à mesure où le foot devenait de plus en plus important, crucial, agrégé de plus en plus d'enjeux économiques et de revenus économiques avec les droits télé,
forcément, il est devenu ce monstre un peu parfois effrayant. On entend des sommes faramineuses, aussi bien par exemple sur le salaire des joueurs. Je rappelle toujours malgré tout que même si effectivement les hauts salaires est une question générale qu'il faut se poser dans la société, je ne suis pas le seul, Thomas Piketty le pose aussi, donc ça prouve que ce n'est pas particulièrement révolutionnaire. Les footballeurs professionnels ont une caractéristique, ils peuvent être vus comme des riches, et ils le sont souvent. Le salaire moyen en Ligue 1 aujourd'hui est de 40 000 euros bruts par mois, ça va. Mais en retour, c'est des riches sans pouvoir. Ces gens-là n'ont pas d'impact sur nos vies, ce n'est pas eux qui décident si on va supprimer le système de retraite, etc. etc. Donc il faut quand même garder tout ça en tête. Mais oui, aujourd'hui, le football est devenu un monstre économique, c'est devenu un instrument de pouvoir, un lieu, un échange. Moi, j'ai toujours eu cette expression, c'est pas le reflet de la société, c'en est un des acteurs dans tous les sens du terme, positif, négatif, et également il participe aussi à l'économie actuelle. Les chiffres sont plutôt impressionnants d'ailleurs. Il n'y a pas que simplement les transferts, il y a aussi tout ce qui est autour de l'économie du football, les paris sportifs qui sont très problématiques, notamment pour notre jeunesse. Il y a aussi également les droits télé, il y a tout ce qui est le sponsoring, le marketing, les marques de sport, le marché des c'est immense. Donc oui, c'est problématique, mais c'est comme tout secteur économique et capitaliste. On pourrait parler longuement du cinéma, je pense, aujourd'hui. On pourrait parler longuement de la culture au sens large. Dieu sait qu'il y a des problématiques qui sont assez similaires. Voilà, donc sauf que c'est populaire, exposé, mis en avant, et c'est devenu, d'ailleurs aujourd'hui, tu as commencé là-dessus, un vrai sujet politique. C'est bien de faire le parallèle avec le cinéma, parce qu'il y a toujours une forme de mépris quand on parle des sportifs, ils sont payés autant pour tirer sur un ballon. On ne dit jamais ça des acteurs ou d'autres formes d'art ou de sport, quoi. Et je voudrais juste nuancer, effectivement, j'ai cité les chiffres pour la Ligue 1. Dans les divisions inférieures, comme maintenant on appelle ça la Ligue 3, ou même dans ce qu'on appelle les championnats de France amateurs, etc., il y a des formes de professionnalisme pro ou semi-pro qui sont plus classiques. Mais il y a eu une envolée, je veux dire, quand Kopa devient ce grand joueur, c'est un ancien ouvrier issu de la mine, un ancien ouvrier immigré polonais issu de la mine, il gagnait à l'époque au Stade de Reims l'équivalent du salaire d'un cadre moyen. Effectivement, il y a eu une transformation de fond, et c'était un équivalent de Michel Platini ou de Kylian Mbappé aujourd'hui, pour te dire. Il a été joueur au Real de Madrid. Mais voilà, il faut aussi avoir en conscience qu'effectivement, il y a eu une métamorphose et à l'échelle des sommes concernées. Mais oui, le cinéma... Je dis ça parce qu'en plus, même pour les questions politiques, personne ne s'interroge sur qui sont les studios hollywoodiens qui financent les films, quel est le sens idéologique des blockbusters. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Moi, je suis, par exemple, un film qui est classique, les Batman... Il y a quand même quelque chose qui est un peu moins de recul. Ça n'empêche pas qu'il y ait des choses beaucoup plus intéressantes ou progressistes qui existent. Mais malgré tout, c'est une économie du cinéma incrustée dans le capitalisme où les acteurs sont très bien payés, souvent ne restent plus longtemps. Les actrices, on en parlerait autrement. Voilà, donc, alors, par contre, à l'inverse, je n'ai évidemment pas de problème ni de mépris envers le cinéma et je suis un gros consommateur. Donc, mais la musique a les mêmes problématiques. Mais la comparaison est intéressante, surtout que la durée moyenne d'une carrière de footballeur n'est pas la même que celle d'un acteur ou d'un musicien. Tu as parlé de Kopa et dans ton ouvrage, tu fais le portrait de plusieurs figures du foot, pour n'en citer quelques-uns, Socrates, Maradona, Cantona, Megan Rapinoe, qui est une figure forte du coup de cette lutte pour la mise en avant du football féminin, et notamment dans son opposition à Donald Trump. C'était un moment assez marquant. Rachid Merloufi, c'est des personnages qui t'ont donné envie d'écrire ce livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? En fait, d'abord, je vais commencer. C'est un livre de pure mauvaise foi. C'est un livre de subjectivité totale. Il manque beaucoup de monde. Je le mets dans l'intro. Je dis j'aurais pu mettre des footballeurs allemands. Et moi, le foot allemand, j'y arrive pas. Donc, je reconnais, les gens peuvent tous venir débarquer derrière moi. Et des amis m'ont dit que j'avais oublié beaucoup de figures féminines. Donc, je m'en excuse. Et il manque beaucoup de monde. Mais j'ai voulu mettre ces figures parce qu'elles étaient aussi, pour moi, ces footballeurs dont tu as cité Rachid Merloufi ou Diego Maradona, pour ne citer que. Ils incarnaient aussi de la complexité du foot pro, du rapport au football. Je n'idéalise pas ces personnes, je ne leur mets pas un drapeau ou un rôle de sauveur suprême sur les épaules qu'ils n'ont jamais eu, qu'ils n'ont jamais voulu. Rachid Merloufi est une figure un peu connue. Je voulais à travers lui parler comme de deux choses essentielles qui étaient quand même l'Algérie, le colonialisme et ce que ça pouvait signifier dans le champ du football. Et par ailleurs, rappeler aussi que lui expliquait à quel point il était toujours été attaché à Saint-Étienne, ce club, et notamment à la classe ouvrière de Saint-Étienne qu'il avait accueilli pour la première fois
enfants me disaient monsieur, je comprenais pas. Donc il est toujours resté en plus en même temps très fier de ce qu'il avait fait pour l'Algérie et très fier et très heureux d'être entre guillemets un vert. On entend bien que je parle de l'équipe de football. Et Diego Maradona, pour moi, alors, c'est un immense joueur, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Après, chacun fait sa hiérarchie. Il était complexe dans ses relations à la politique entre Fidel Castro, dont je ne suis pas un immense fan, mais en même temps, les rapports au péronisme, des choses très singulières. Mais en même temps, il a incarné tellement de problématiques liées au Sud, au rapport. Il faut comprendre ce qu'est ce match. J'en parle beaucoup de ce match Angleterre-Argentine, juste après après la guerre des Falklands, des Malouines, c'est votre terme. Et quand il marque ces 2 buts, à la fois ce but extraordinaire où il triple tout le monde, et en même temps ce but de la main qui est le vice du quartier, du foot populaire. Moi je dis, la triche est un art populaire. Il y avait de ça, mais en fait il vengeait en même temps. Nous, en Europe, on a eu une lecture de la guerre des Malouines exclusivement. C'est scandaleux, les Argentins occupent. Effectivement, on savait très bien que le régime essayait de se sauver à travers cette guerre. Mais pour l'Argentine, c'était une humiliation face au Nord. Encore, toutes ces problématiques-là qui étaient autour de lui. Je cite d'autres gens. Cantona, j'ai beaucoup de choses. Je peux avoir des réserves sur lui, mais ce qu'il a pu incarner aussi, les prises de parole qu'il a pu avoir aujourd'hui, qu'il a encore. Je cite le maire de New York parce que je trouve ça assez intéressant. Moi, une obsession pour Arsenal. Oui, mais récemment, il a fait la prière pour l'Aïd dans une tenue aux couleurs d'Arsenal, ce qui me montrait à la fois le rapport complètement apaisé à l'islam, le rapport assumer le côté pop culture, et en même temps. Après, moi, je n'idéalise personne. Je voudrais vraiment dire ça, que ce texte n'est pas. Je ne vous propose pas des sauveurs suprêmes, je ne vous propose pas des idoles. Il y a un groupe que je cite qui s'appelle The Redskins qui disait. Take no heroes, only inspiration. C'est exactement ça. Ne prenez pas de héros, mais de l'inspiration. C'est ça que j'ai voulu citer. J'en oublie quelqu'un comme Abraham-Henri Klenov, le premier jeune sportif de l'UMA de l'époque de Jaurès, ou Emmanuel Mink, ce juif révolutionnaire qui s'est battu dans les brigades nationales et la résistance, et qui était au Géo de Barcelone, qui n'ont pas eu lieu à cause du coup d'État de Franco. Mais j'ai voulu prendre tout ça, des petites, et j'en oublie sûrement. Donc je cite pas mal de gens. On va en parler d'autres, en tout cas. On va continuer. Mais en tout cas, le point commun, c'est que ces figures sont un peu dans une sorte, qui sortent un peu du cadre de parole permis, ou en tout cas attribué aux footballeurs, aux footballeuses. Ce qui t'inspire, c'est la franchise, c'est l'engagement un peu de ces figures-là. D'abord, j'ai voulu casser ce mythe, en fait, dire les footballeurs, ils n'ont jamais pu s'exprimer, ils n'ont jamais eu à s'exprimer. Ils ont toujours pris la parole, ils ont toujours été confrontés à leur époque. Ils s'y sont confrontés et ils ont répondu à leur manière avec ce qu'ils disposaient comme capital culturel ou leurs convictions. Moi, je cite Pelé et Eusebio qui sont assez symptomatiques, qui sont à la fois des figures extraordinairement importantes de footballeurs noirs, mais Eusebio utilisé par le régime salaraziste et Pelé qui ne s'est jamais positionné face à la dictature brésilienne et qui pourtant sera plus tard le premier ministre noir de l'histoire d'un gouvernement brésilien, qui a incarné à lui seul son rapprochement avec Mohamed Ali aux États-Unis quand il est aux États-Unis était assez symptomatique et là, ces personnalités-là, c'est même pas. Alors, il y en a certaines qui ont pris position par leur choix. J'ai parlé de footballeurs qui ont dû à un moment se confronter à leur époque, d'autres qui étaient militants et footballeurs et qui donc ont lié les deux, mais ils ont à un moment ou un autre eu affaire à leur temps, et parce que c'est inévitable, le football est trop important. C'est la fameuse phase de Bill Shankly, cet entraîneur de Liverpool qui par ailleurs lui se disait socialiste éminemment et qui disait le football n'est pas une sorte de vie ou de mort, c'est bien plus important que ça. Je pense qu'il voulait expliquer, il disait pas il y a que les noms de football dans la vie, mais il disait ça bouge beaucoup trop de choses et de lignes pour qu'on se contente de parler juste de ça, juste du football et du thème ou t'aimes pas. Moi j'ai voulu vraiment souligner que de tout temps et de toute époque, avec des exemples, parce que c'est plus sympa que de faire un énième cours, je l'ai fait dans ma vie, qui ennuie un peu tout le monde, mais citer des exemples, des cas, et je parle même par exemple de quelqu'un comme Bob Marley. Oui, je l'ai venir. On peut y aller. Mais voilà, Meghan Rapinoe, pour moi, est intéressante parce que c'est vraiment la petite fille modèle de la mairie, des classes moyennes, des petites villes, celle qui doit voter MAGA, en fait, quelque part. Alors après, elle est gay, elle est lesbienne, donc il y a ça qui l'a peut-être amené à prendre conscience différemment des choses, mais son positionnement quand elle présente cette équipe en disant toute sa diversité, en disant on est une Amérique et en face de nous il y a l'ennemi, c'est clair en gros maman ce qu'elle dit et ce qu'elle continue à dire par ailleurs, même si on lui donne un peu moins la parole, et de voir comment ce football féminin aux États-Unis, ce qui est très intéressant, se positionne même par rapport au football américain qui a plutôt été compromis ces derniers temps avec Trump. Il y a quand même ce côté-là très intéressant, et je pense pas que Meghan Rapinoe ait choisi en fait c'est le football qui l'a obligé à un moment à choisir ou à se positionner par rapport à sa vie perso, par rapport à ce qu'elle voyait. Mais par exemple, elle ne subissait pas, je pense, de discrimination parce qu'elle était noire ou latino. Et
donc elle a quand même pris conscience de certaines choses. Je n'idéaliserai. Je répète ça tout le temps parce que je ne vais pas croire que je suis en train de vous dire ça va sauver le monde. Non. Mais c'est important parce que là, je le disais dans l'intro, on est dans une séquence où le foot est très lié à une politisation plutôt ancrée à droite ou à l'extrême droite quand on parle de la Coupe du Monde de Trump, etc. Ça fait du bien d'avoir des figures un peu qui cassent avec ça. Et ma question toute naturelle était, dans le football d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des figures qui te font penser à ça ? On a parlé de Megan Rapinoe. T'en as d'autres où tu trouves qu'il y a une forme de lissage qui s'est installée aussi ? Je pense qu'il faut aussi comprendre notre époque. On ne peut pas demander aux footballeurs d'être plus politisés que ne l'est notre société ou notre jeu. Voilà. Deuxièmement, moi je vais prendre ce qu'on va me donner. Entre guillemets, quand Kylian Mbappé, qui a été macroniste, mais quand il fait ce tweet où il dit je sais qu'on risque à ce que l'extrême droite arrive au pouvoir en France, personnellement, par rapport à son vécu, à sa famille, c'est malheureusement une prise de parole que j'aimerais plus. On est tombé très bas. C'est comme nous tous, quand on entend des fois Dominique de Villepin, on se dit heureusement qu'il est. Oui. Alors que franchement, c'est un homme de droite conservatrice. Ouais. Mais quand il dit deux banalités comme mais je ne mélange pas quand même les fascistes et les antifascistes. Ouais, ouf, mais c'est Dominique de Villepin. Moi, je me souviens, j'ai manifesté contre lui. Donc, et quand j'entends ça et que je vois la réaction du RN, où en gros, Jordan Bardella lui dit en gros, tais-toi. Alors que, en fait, s'il faisait de la politique, si le RN avait vraiment changé sa réponse, ça serait mais non, ne sois pas inquiet, tu te trompes. Moi aussi, je suis ici des classes moyennes de Seine-Saint-Denis. Moi aussi, je réussis dans mon métier. Moi aussi, j'ai des origines algériennes. Non, je rigole, mais c'est le cas. Voilà, donc, on voit, c'est intéressant. Jules Coudet avait eu des paroles intéressantes. On voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de. Même Thierry Henry, quand il se positionne sur ce qui se passe aux Antilles par rapport à lui-même, et il essaie d'expliquer ça sur une chaîne américaine. Donc, vous savez, il y a des raisons, la vie chère. Mais moi, je prends ce qu'on me donne. Je leur demande pas. J'en vois pas vraiment aujourd'hui dans les footballeurs pros de figures, en tout cas en France, aussi transgressives et militantes qu'on a pu en avoir à certains moments par le passé, ou comme a pu l'être Cantona, je le cite, mais même Vicage de Rasso un peu plus récemment. Une fois encore, vous pouvez avoir des réserves sur les personnages, tout le monde en a, mais mais même, vous savez. Comment dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et surtout, il faut s'appuyer parce que l'écho qu'ont ces joueurs-là est quand même pas... même sans le vouloir. Quand je cite la visite d'Ousmane Dembélé à Évreux, quand il retourne lui qui vient vraiment, pour le coup, de la France périphérique, dont on nous dit... Il est noir, français, musulman. Il retourne à Évreux, il accueille comme un héros. Il fait ça de manière très simple. Mais c'est quand même, il faut quand même le dire, c'est un département qu'on voit que des députés RN. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a peut-être une symbolique, quelque chose à creuser. Comme je l'ai dit encore récemment dans une interview, je trouve dommage que la gauche, entre guillemets institutionnelle, genre les partis, les structures, ne se saisissent pas et ne réfléchissent pas assez sur ça, parce qu'aujourd'hui, des leviers de politisation, de conscientisation politique comme celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que maintenant la droite s'y intéresse parfois un peu plus. Le RN est mauvais, mais d'autres gens à droite, y compris de manière dans les médias, savent parfois davantage en jouer. Donc pour répondre, moi j'en vois pas, mais je leur demande. En fait, moi j'attends pas de héros. En fait, Oui, c'est la question journalistique en fait classique. Mais je comprends. Moi je réponds. Non, mais à la fin, dans ton explication, ça me fait penser au rap et à la même chose qu'on demande aux rappeurs de prendre position plus clairement, alors que en soit leur parcours en lui-même est déjà une forme qui mobilise des quartiers populaires. Et à côté de ça, il faut comprendre que dans les milieux dont ils sont issus, populaires en banlieue, on peut pas passer son temps à dire les banlieues sont victimes d'un déclassement social, d'une discrimination, d'isolement, d'appauvrissement, y compris culturel, et l'éducation nationale est largement abandonnée malheureusement, et s'étonner des résultats. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on doit stigmatiser, mais on ne doit pas non plus... c'est sur les jeunes rappeurs, par exemple, qui sont toujours très fans de foot, aujourd'hui, c'est devenu un incontournable, ce qui prouve qu'il y a une conjonction intéressante. Oui, il faut pas s'étonner, parfois il y a des dérives qui sont malheureusement inquiétantes sur le sexisme ou d'autres, et en même temps, je pense qu'il y a aussi... comme pour le foot, il y a quand même, et tu as raison, j'ai peut-être été un peu trop optimiste, mais il y a quand même la pression de l'environnement, que ce soit des managers, on ne nous fait pas, tu gagnes de la thune, ne nous en fais pas perdre avec tes conneries. Si tu ouvres trop la bouche, ça peut jouer contre toi, à part quelques-uns qui jouent justement de ça pour essayer de faire du buzz. Et en même temps, chez les footballeurs, c'est vrai qu'il y a cette pression qu'ils subissent fortement pour rester, entre guillemets, je mets cette bankable, c'est très dur quand tu es journaliste sportif d'arriver à leur faire parler de sujets dont on sent bien que l'entourage, l'agent ou l'attaché de presse, ils te regardent de travers. Voilà, et comme d'ailleurs, pour le tout dire, dans le monde de football, il y a 1200, je crois, footballeurs professionnels en France, en Ligue 1, Ligue 2. Il n'y a
qu'un gay assumé ou ouvert. On sait bien que c'est aussi parce que il y a la peur de le dire et il y a celui de l'environnement qui leur dit on est en train de faire de la caillasse, tu feras après ta carrière, si ça commence à arriver après ta carrière, tu fais ce que tu veux. Oui, ça commence. Après la carrière, ils disent oui, il n'y a plus d'argent à perdre. Ouais. Et puis même au contraire, ça peut même me ramener un peu de sympathie. Je ne dis pas que tout est stratégique, mais il faut quand même avoir conscience. Et idem dans le milieu du rap, où je pense que, pour reprendre ce que disait Princesse Agnès, c'est quand même très surprenant, ce milieu aussi masculin, basé sur des codes très masculins. Voilà, je rigole, mais voilà, il y a un peu aussi ça. Alors, on a parlé de figures qui étaient un peu connues. Moi, pour le coup, j'ai découvert des personnages que je ne connaissais pas, peut-être par inculture, hein. Mais Rino Della Negra, c'est un personnage qui est assez fort, parce que tu expliques qu'il a été fusillé par les nazis. Emmanuel Mink, rescapé des camps, qui devait participer aux Olympiades populaires de Barcelone en 1936. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces figures qui sont peut-être un peu méconnues pour le grand public? Rino Della Negra est un peu plus connu parce que les supporters du Red Star en ont fait une des figures emblématiques de leur identité et du club. Alors il a joué très peu de temps, 6 mois au Red Star, mais c'est un jeune immigré italien qui vient clairement d'Argenteuil, et d'un quartier qui était vu comme une petite Italie antifasciste, qui fait partie du groupe Manoukian. Et il n'est pas sur la fiche rouge, mais il a été fusillé avec ce groupe-là. Tous les fusillés n'étaient pas dans la fiche rouge, mais il est parti de ce groupe. Il a écrit une lettre très émouvante, d'ailleurs, à sa famille avant de mourir, au même titre que celle qu'a pu faire Manoukian. Il est comme un petit peu connu, mais il est emblématique d'une vie. En fait, ce que je racontais, c'est il était footballeur passionné, il joué à Argenteuil, il avait joué évidemment un petit peu Red Star, et en même temps, c'était un homme de conviction, un jeune homme de conviction. Il est mort à 20 ans, fusillé. Tous ceux que j'ai expliqués, Manuel Mink, j'en ai parlé tout à l'heure, donc issu du YASC, de tout ce courant mouvement ouvrier juif révolutionnaire, très engagé contre l'époque, la lutte contre l'antisémitisme, et évidemment qui va s'engager dans le guerre international, qui va ensuite connaître la résistance, la déportation, et qui va continuer ses combats. J'en cite certains autres qui ont pu, à un moment, Antoine Rabe et Arène, du côté, c'est par exemple un footballeur allemand qui a participé à la résistance en France par antinazisme. Donc c'est des noms que j'ai voulu remettre parce que évidemment le foot est tellement important, donc effectivement il y a une pléthore, et j'en oublie énormément, une galerie qui mériterait d'être mise un peu au goût du jour. C'est surtout pour dire que dans le foot amateur aussi, que je parle un petit peu, mais c'est moins forcément mis en avant, je parle de personnalités même plus anonymes. Je parle notamment le cas de cette footballeuse trans qui raconte pourquoi le foot c'est important pour elle. On sait qu'aujourd'hui la question trans est très grave, même pour Donald Trump, puisqu'il a obtenu par exemple qu'on remette des tests de féminité dans les compétitions sportives. Évidemment, il n'y a pas de thème de masculinité, on ne va pas revenir. Mais voilà, donc c'est montrer que le foot amateur, le foot populaire au sens générique du terme, fabrique et montre à quel point le foot est, voilà, moi j'ai dit c'est un espace pour lutter dans la joie entre guillemets, comme peut être la musique, comme peut être, parce qu'il faut faire les deux. Voilà, moi comme je répète cette formule tout le temps, mais moi je suis gauche orgasme, je suis pas gauche Prozac, donc je veux qu'on prenne son pied. Alors avec le foot ça tombe bien, la métaphore est parfaite en du temps. En parlant de joie, dans l'actualité, il y a aussi cette répression des célébrations du titre Ligue des Champions du PSG. J'en parlais en introduction. C'est des scènes qui étaient un peu choquantes. J'ai pas envie de dire singulières parce que ça arrive assez souvent finalement, avec du gaz lacrymogène dans les métros, beaucoup de violences policières et même ce qui a précédé avant, avec peu d'organisation de fan zone ou d'espace pour regarder le match. Quand on connaît l'histoire des ultras en France, dont ton livre tu consacres un chapitre aux tribunes, pourquoi l'État français a toujours la matraque facile, on va dire, quand il s'agit de supporters de foot, ou est-ce que c'est une spécificité de l'État français aussi? Alors, sur la répression des mouvements ultra, il y en a eu beaucoup en Angleterre, en Italie. Oui. En Angleterre, ils ont adopté la répression très forte, et puis il y a eu l'augmentation des prix des tribunes, donc ça a aussi participé. Ça reste présent dans les divisions inférieures. Je vais d'abord expliquer quelque chose. La question de ce qu'on a vécu sur les Champs-Élysées à Paris le soir de la célébration du PSG, c'est
décorrélé de la question des ultras et du hooliganisme. Malheureusement, on n'a pas monté en France du hooliganisme d'extrême droite, de firme. Donc, mais c'est décorrélé. Par exemple, et les ultras ne sont pas, du loin de là, d'extrême droite toujours. Et la répression qu'ils subissent et les atteintes à leurs droits sont très fortes, mais c'était pas eux qui étaient concernés. Alors, ce qui s'est passé à Paris, mais c'est très dur d'en parler rapidement et succinctement. On aura le temps. Mais voilà, il y a eu effectivement des aspects de répression policière très, très violente. Il y a un jeune homme qui a perdu un œil. Oui. Il y a eu le cas de figure de ce policier dont tu as parlé. Mais au-delà de ça, il y a eu une gestion très, très dure et qui était annoncée par ailleurs. En même temps, il y a aussi la problématique de tout ce qui est festivité à Paris et au fait qu'on est confronté aussi partiellement à une jeunesse qui vient rechercher ce frisson-là. C'est terrifiant, mais c'est une espèce de mise en scène aussi des confrontations. Moi, ça m'a effrayé évidemment parce que je suis père de famille, mais ce qui m'a effrayé, c'est ces images, non pas de gamins qui font entre guillemets, des conneries ou de confrontations ou de casser un abribus, c'est de voir 40 gamins qui filment autour, en fait. C'est cette obsession de la mise en scène, cette violence qui s'est ritualisée. Je rappelle malgré tout que l'État a la même difficulté à gérer ce genre de problématique lorsque c'est les gilets jaunes, où on est clairement en face, entre guillemets, je dis pas ça pour les opposer à une autre population qui à un moment s'est réveillée, et quand ils sont allés sur les champs, ils sont mis à tout casser, et tout le monde regardait ça en disant mais qu'est-ce qui se passe ? La police a une répression très violente du moment des gilets jaunes. Il y a des cas de figure de répression très violente dans le football. Je reviens sur le mouvement ultra rapidement. Il y a une BD qui est sortie sur le cas de Castille, qui est un ultra montpelliérain qui a été éborgné par un tir de LBD et qui s'est finalement a rejoint finalement tous les mouvements d'éborgnés des différentes manifestations et contre les violences policières. En termes de convergence de vie, c'est intéressant. Mais il y a quand même une incapacité en France, moi je trouve, à gérer les foules, c'est un terme un peu trop droit à droite, à gérer les masses. Je donne un exemple, ce qui s'est passé avec les supporters de Liverpool quand ils sont venus assister à la finale, qui était hallucinant et honteux, alors qu'il n'y avait aucune raison. Pour le coup, il n'y avait même pas de début de provoque. Et alors qu'il y a eu effectivement aussi par ailleurs autour des agressions, des vols, où beaucoup les policiers n'ont rien fait. Donc il y a une difficulté à penser à cette idée que gérer comment dirais-je, à contrôler et à faire en sorte que tout se passe bien, ce qui n'est absolument pas garanti. Et je suis désolé, une société française autant confrontée à des problématiques de paupérisation, d'isolement, de discrimination, faut pas s'étonner non plus. Je dis les conséquences et des effets qu'on ne doit pas forcément accepter. Le narcotrafic en est aussi un des visages et il est horrible, notamment pour les gens qui vivent déjà dans les quartiers. Donc c'est une question qui est complexe, mais en France, de toute façon, je vais pas vous apprendre ça ici, mais la culture, on n'est plus dans une culture de sécurité, ce qui est tout à fait légitime. On n'a plus un ministre de l'Intérieur qui est là pour garantir la sécurité de tous les concitoyens, y compris face à la police, mais aussi pour qu'ils bénéficient de la protection de la police. On a un ministre de la police, un monsieur qui est là pour utiliser la police, pour faire régner l'ordre et pour la protéger quand elle est accusée, je mets des guillemets, vous m'avez compris. Ce qui s'est passé le soir prouve à quel point le foot est un acteur de la société, pas un reflet. Et à côté, je répète juste une chose, je vous le dis parce que c'est très difficile pour moi d'en parler, c'est pour ça que je dis que ça me demande du temps. C'est les mêmes têtes, entre guillemets, parce que je sais que les discours racistes qui sont déversés dans les médias, c'est les mêmes têtes qui, entre guillemets, casser un abribus ou envoyer des mortiers sur les policiers, qu'on voyait faire la fête tranquillement à République ou à Bastille, comme mon fils par exemple, qui ont aussi les mêmes têtes qui ont gagné ce titre qui s'appelle Dembélé, Barcola, Doué, Barry Zemri. C'est les mêmes têtes. Donc à un moment, c'est notre jeunesse. Donc il faut la prendre dans sa globalité, il faut gérer les problèmes, les traiter. Et seulement, c'est pas l'humeur du moment en politique où je me trompe. Non, c'est pas l'humeur du moment. Voilà, j'ai fait des plateaux télé. Il faut défendre la police quoi qu'il arrive. Non, on défend jamais la police quoi qu'il arrive. Sur cette question ? Ouais, cette question et des propos. Mais les images étaient fortes, parce que par ailleurs, évidemment, je me mets à la face du lambda qui regarde ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces petits cons ? Et je peux comprendre. Et en fait, c'est très compliqué parce que l'intelligence, face à des situations sociales complexes et violentes et tendues, demande du temps, de la réflexion, du travail, des moyens, pour tout le monde, des moyens pour tout le monde. On a beaucoup parlé des policiers en sous-effectif, mais je vous rappelle que les pompiers, ce soir, ont été
très sollicités malheureusement, et qui même répétaient qu'ils avaient eu du mal à répondre parce qu'ils étaient eux-mêmes en sous-effectif. C'est un service public important, les pompiers, personne ne dirait le contraire. Donc voilà, donc le foot, ouais, ça révèle bien notre société. J'enchaîne parce que c'était pas prévu dans mes questions, mais t'as été sollicité médiatiquement du coup sur cette question-là. C'est quoi la difficulté médiatique de parler de ces sujets-là? Est-ce que ça tombe vite dans le cliché, dans les questions qu'on te pose? Alors, comme pour tout, quand moi je regarde plus trop les chaînes d'infos continues, mais je me rends bien compte que ça bascule, sauf cas de figure, certains ça arrive qu'il y ait des intervenants. La première difficulté, c'est temps de parole. C'est très dur de répondre à une question complexe ou une question aussi tranchante, clivante, en très peu de phrases, sans donner l'impression qu'on approuve les violences, ce qui n'était absolument pas mon cas. Moi, à chaque fois que j'intervenais sur les supporters, par exemple, pour expliquer non, je n'approuve pas le hooliganisme ni les violences, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des atteintes comme ça au droit. En même temps, on ne peut pas accepter, et d'ailleurs, votre répression ne sert à rien, les violences continuent, donc ça veut bien que ça ne prend pas son besoin. C'est le temps de parole. La difficulté à s'éviter, les gens aujourd'hui, la banalisation de tautologues ou de gens qui arrivent. Moi, j'irai jamais intervenir sur un plateau. On me dit, au fait, on va parler de la situation du désert médical en France. J'ai bien un avis, mais je ne vais pas intervenir. C'est débile. Il y a des gens, ils viennent, ils parlent, ils vont donner un avis sur le foot en classe. Et le dernier point, c'est que la droitisation du champ médiatique, qui n'est pas généralisée, mais quand même se sent fortement dans les questions, dans le rapport que tu peux voir des journalistes quand ils reçoivent des gens du RN notamment. Aujourd'hui, c'est clairement c'est la normalisation et les lieux. Je dis pas que c'est eux qui font le. Pas loin quand même. Et ça se passe de manière hyper quiet. J'ai un souvenir pas si lointain où quand un mec du RN était invité, tout le monde était un peu stressé. Là, c'est fini. Il y a une connivence pour parler. Donc il y a ces problématiques-là. Et sur le foot, je le dis souvent, c'est tout le monde ne sait pas tout. Genre même moi, je découvre encore des choses. Et ce côté toutologue, donc qui fait qu'après, tu vois des images, tout le monde, on dit commentez-moi les images, on voit des jeunes qui sont en train de casser, qui sont en train d'attaquer avec des gros mortiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? À part dire non, c'est pas bien, oui, c'est pas bien, faut pas le faire. En plus, d'abord, tu risques parce qu'ils sont quand même plus forts en face et qu'ils ont un équipement, puis même ne le fais pas parce que c'est débile. En plus, il y avait une scène où ils tournaient, il y avait deux mecs qui filmaient en courant à côté, enfin, c'était du Monty Python dramatique. Voilà, et sauf qu'en plus, sur le HO, on n'a pas les éléments, on sait pas ce qui s'est passé toujours, on sait pas qui est concerné. Il y a des choses qu'on a appris le lendemain, sur le lendemain. Le lendemain, par exemple, globalement, ça s'est bien passé. Il y a eu une fan zone, il y a eu un moment au Parc des Princes, ils ont mis des moyens économiques, mais ça s'est bien passé. Et je répète, c'est les mêmes têtes. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est notre jeunesse, ou notre peuple, au sens large. Il faut le regarder, il faut en parler, il faut s'en occuper. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, le fait s'insaillir, c'est comme toujours. Et la réponse de Bardella à M. Mbappé a été assez intensive. Il y a peuple et peuple, et puis il y a français et pas français. Aujourd'hui, c'est quand même ça qui prédomine dans le traitement de ces problématiques-là. Mais pas que pour le foot. Je pense qu'on a à peu près les mêmes questionnements ailleurs. Je parle de mon sujet. Ouais, c'est dur. Moi, je réfléchis maintenant vraiment beaucoup à chaque fois qu'il s'agit de répondre à une invitation. La radio est un peu protégée encore, parce qu'on a un peu plus de temps de parole. Mais oui, c'est le temps de parole. Peut-être que je ne suis pas bon. Non. Alors nous, ici, en tout cas, on prend le temps. Ah oui, mais c'est agréable. C'est agréable. Pour finir, malheureusement, mais on a plus trop de temps. J'étais surpris aussi par des figures, tu en as parlé tout à l'heure, dont tu parlais dans le bouquin de Bob Marley, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, et de Pasolini. J'étais surpris. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as convoqué ces personnages? Alors, très simplement, ce sont deux figures très importantes de la culture du XXe siècle pour moi. Je pense que pour beaucoup de gens, en tout cas Bob Marley, je pense que qui étaient passionnés de foot au point que ça occupait une place assez importante dans leur vie de manière différente. Mais Pasolini, oui, c'était, pour préciser, grand écrivain, cinéaste italien, compagnon de route du Parti communiste italien, mais très critique, avec une vie fascinante, homosexuelle, un rapport à la religion très singulier. À la famille aussi. À la famille, sa mère, la place de sa mère, qui était une chrétienne très pratiquante. Et puis même par rapport au milieu populaire, il avait, par exemple,
décrit de manière très juste mais très cruelle le Lupin de Praetorias des quartiers de Rome après la guerre où il y avait une vraie misère. Il était même pas du tout forcément toujours dans l'empathie. Et en même temps, le football était pour lui quelque chose d'essentiel. Il était à la fois très amoureux et passionné. Il a écrit des choses magnifiques sur le dribble et en même temps très lucide sur ce qu'il était en train de devenir à ses yeux. Il voyait bien comment ça devenait un spectacle repris par le capitalisme, par le consumérisme qui était sa grande obsession de voir les sociétés occidentales devenir bouffées par ce qu'il considérait comme un mal. Ça renvoie aussi à la société de consommation, etc. À la même époque. Et il a écrit des choses magnifiques. Il a joué au foot toute sa vie. Genre, le jour de sa mort, l'après-midi, il jouait au foot encore. Il était dévoré par ça. Il avait organisé un match entre l'équipe de tournage de 1900 et de son film Les 120 jours de Salo, qui était une dénonciation du fascisme. Il était très en colère contre l'équipe qui avait recruté des futurs pros comme Ancelotti, par exemple. Mais lui, il jouait en rouge. Il était très fan de son équipe de jeunesse. Il était tifo, comme il dit, tifosi. Il en parle très bien aussi. Ça, c'est pour parler. Moi, j'incite toujours les gens à le lire, de gauche notamment, pour comprendre que il a une perception de gauche de la chose, parfois très spirituelle, et en même temps, il est très lucide. On peut être les deux, et il s'est occupé sa vie, il adorait ça, vraiment. Il a dialogué avec des journalistes sportifs de l'époque qui écrivaient en disant qu'ils ne comprenaient rien. Enfin bref, c'est très drôle. Et pourquoi Bob Marley ? Bob Marley, d'abord, c'est une figure du Sud. C'est vraiment la première grande figure du Sud dans la pop culture, avec peut-être Bruce Lee, si on doit prendre un versant asiatique. Mais vraiment, ils émergent à la même époque. Alors, musicalement, moi je préfère la période Studio One, mais c'est ska et tout ça, mais c'est une figure musicale extrêmement essentielle qui a mobilisé beaucoup de représentations du coup, sur le colonialisme, sur la domination, la Jamaïque, cette espèce d'île singulière. La musique, alors, il y a la région Rastafari qui est quand même pas un modèle progressiste. Il y a tout ça, son fascination pour l'empereur Sélassié, mais en même temps, il a mobilisé des thématiques très importantes et il a représenté quelque chose de très important, y compris jusqu'en Afrique, où il est né une scène reggae dans la foulée. Et il était amoureux, mais passionnément de football. Il a toujours dit, si j'avais pas été musicien, j'aurais été footballeur, j'aurais aimé. Un de ses proches, garde du corps, s'appelait King Cole, était un des premiers Brésiliens à avoir joué, un des premiers Jamaïcains à avoir joué au Brésil, qui était un peu la Jérusalem du foot pour eux. Puis il y avait beaucoup de footballeurs noirs, donc d'anciens esclaves comme eux. Donc il y avait tout ça qui se manipulait. La musique était aussi très importante. Et quand il a été en Angleterre, il était très fan de Tottenham parce qu'il y avait un joueur argentin qu'il adorait qui s'appelait Ardiles. Il avait été suivre l'équipe pour cette raison. Et je trouvais ça intéressant de poser ça pour expliquer ce que c'est que la culture populaire. Il a aussi avec les questions d'argent, de diffusion, de récupération, etc. Mais pour lui, c'était des piliers de la culture populaire, même cette culture, on ne disait pas encore mondialisée ou mondialiste, mais il y avait ça, c'est-à-dire que le foot était aussi quelque chose que tu retrouvais partout dans le monde, y compris dans les anciennes colonies, les anciennes métropoles, pardon. Et il y avait toutes ces questions, j'espère les avoir bien dites, comme quand je parle de la façon dont Manu Chao se regarde en reflet avec Maradona, comme ils se complètent. Et il y a ça aussi qui est intéressant. Et puis chez Bob Marley, vraiment, on a découvert son cancer parce qu'il s'est blessé lors d'un match à Paris contre les Polymusclés. Enfin, c'était quelque chose qui l'habitait constamment. Et évidemment, il n'a pas écrit de chanson dessus du tout. C'est ça qui est drôle. Il y a beaucoup de gens. Évidemment, les artistes les plus passionnés, artistes ou écrivains ou musiciens les plus passionnés par le foot, n'ont pas eu d'œuvre majeure dessus. Gabert Camus en a un autre exemple que je cite aussi. Mais oui, par exemple, pour Marley, il n'a pas écrit de chanson. Il y a eu des chansons dans le reggae qui abordaient la place du football. Lui, il n'en a jamais écrit, alors que dès qu'il c'était, pas moi, mais on disait que sa routine en Angleterre, en tout cas. C'était le studio, aller jouer au parc, au foot avec les copains, rentrer, fumer et m'endormir. Mais par ailleurs, comme j'ai dit, c'est ça qui me fascinait dans cette comparaison. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nicolas Xismartov d'avoir accepté d'être avec nous. Je rappelle, ton nouvel ouvrage Latéral gauche, figure du foot politique est disponible aux éditions Libertalia, dans toutes les bonnes librairies. Indépendantes surtout. Dans les librairies indépendantes. Pas Amazon, s'il vous plaît. Soutenez les librairies indépendantes. Vraiment. Et pour que nous, on puisse continuer d'exister, soutenez Le Média TV en allant sur cap-sur10k.lemediatv.fr. On a lancé notre campagne de survie. On est proche d'atteindre le premier palier des 3000 abonnés mensuels, mais on a besoin de vous pour continuer de vous proposer ce genre de format et d'autres à venir.